Bonjour à tous. On va commencer bientôt le webinaire, même maintenant. Pierre, je vous laisse introduire. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde et écoutez, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire sur les défis et les avancées de l'apprentissage social sur les biens et les services. Vous êtes fort nombreux puisque vous êtes plus de 400 à vous être inscrits pour ce séminaire, ce qui montre à la fois l'intérêt que vous portez à ce sujet et la nécessité sans doute de clarifier quelles sont les différentes propositions et recommandations que la plateforme RSE a faites à l'occasion de ce rapport. Je voudrais vous dire que je suis donc le Pierre Victoria, le nouveau président de la plateforme RSE, tout nouveau président puisque j'ai été élu il y a un mois. La plateforme RSE, vous le savez, existe depuis 2013. Elle a été créée pour à la fois donner des avis et formuler des recommandations au pouvoir public, mais pas qu'au pouvoir public, à l'ensemble des acteurs aussi de la société française, pour faire en sorte que la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations puisse répondre aux attentes de la population. Bien évidemment, la création de la plateforme RSE a été fortement marquée par l'affaire du Rana Plaza et de l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh. Depuis 2013, il s'est passé beaucoup de choses en matière d'allongement de la responsabilité et des entreprises et des organisations. Nous sommes aujourd'hui à réfléchir sur la place des entreprises françaises en Russie à l'occasion du conflit ukrainien, ce qui montre que la RSE est quelque chose d'extrêmement mouvant et qui doit répondre réellement aux attentes de la société et des contextes dans lesquels il se situe. La plateforme RSE a une feuille de route et elle travaille de façon extrêmement sérieuse, que ça soit à la fois sur l'autosaisine, c'est-à-dire les rapports qu'elle considère comme étant prioritaires. Et cette année, bien évidemment, ont été marqués par les rapports faits sur la question de la responsabilité numérique des entreprises, sur la question de l'enjeu européen que représente la nouvelle politique européenne de la RSE, qui aussi suivait tout le travail qui a été fait sur les questions de labellisation sectorielle. Donc on est vraiment sur des dynamiques extrêmement fortes de réfléchir aux vraies questions de la RSE d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que le travail, c'est la feuille de route des différents partenaires de la RSE, de la plateforme RSE. La plateforme est organisée autour de 5 collèges, le collège des acteurs économiques, les collèges des ONG et sociétés civiles, le collège des syndicats, le collège des chercheurs et développeurs et le collège des institutions. Ce qui fait la force de la plateforme RSE, ce n'est pas seulement la qualité des recommandations et des rapports, d'abord des rapports qu'elle fait, mais c'est le fait qu'elles sont le produit d'un consensus entre les 5 pôles que constitue la plateforme RSE. Donc, dans ce monde qui de plus en plus a tendance quelquefois à ne pas s'écouter, la plateforme est bien évidemment et avant tout un lieu de dialogue entre toutes les parties prenantes et les parties prenantes qui ont envie de faire évoluer le monde d'aujourd'hui et faire évoluer vers la société et faire en sorte qu'il y ait une meilleure relation entre la société et ses citoyens. Donc je voudrais, donc aujourd'hui, je suis très content de présenter un rapport, bien évidemment, sur lequel, attendez, excusez-moi, j'ai moi-même peu contribué, puisque je vous l'ai dit, nouveau président de la plateforme RSE, mais vous avez autour de la table les 3 personnes de la plateforme qui ont été les pivots et les responsables de l'ensemble de ce travail. Je pense à Jean-Pierre Chanteau, je pense à Geoffroy de Vienne et je pense à Benjamin Perdreau, que je remercie d'être ici et qui vont être les animateurs de l'ensemble de cette table ronde. Alors, comment va se passer cette table ronde? Eh bien, tout simplement, nous allons avoir une première séquence qui va présenter l'avis que la plateforme RSE a émis sur la saisine que le gouvernement nous a demandé, parce qu'il s'agit bien d'une saisine gouvernementale, mais je laisserai et Jean-Pierre et Geoffroy vous en parler. Puis ensuite, nous aurons une deuxième séquence sur quel est l'état des lieux sur les demandes, les offres et les méthodes existantes, qui nous permettra de voir si, en conclusion, nous sommes capables de répondre, dans le fond, à la demande qui nous a été
formulées par le gouvernement, c'est-à-dire à un moment donné où les citoyens sont de plus en plus, les citoyens et consommateurs, quelque part, se rencontrent et parlent d'une même voix, que tous ceux qui veulent avoir des éléments d'information pour faire des achats responsables de biens et de services, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de leur garantir d'avoir des données objectives et sérieuses qui leur permettent de répondre à leurs demandes, c'est-à-dire d'avoir des achats et des responsabilités de consommateurs qui soient conformes à leur propre volonté. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci à nouveau d'être là et je passe la parole à Jean-Pierre et à Geoffroy qui ont été les chevilles et à Benjamin qui ont été donc les chevilles ouvrières de ce gros travail. Merci Pierre pour cette introduction. Peut-être avant de présenter le contenu du document, deux, trois informations sur la mise en contexte sont nécessaires, puisque le type de document que j'espère vous avez ou vous lirez avec intérêt accessible sur le site de France Stratégie est un avis. Et donc, c'est à la fois un document qui présente l'état des connaissances scientifiques sur la question, mais qui ne peut pas se limiter à cela. Tout l'intérêt du groupe de travail est précisément de rassembler autour de la table différents types d'acteurs qui trouvent un terrain d'accord pour faire des propositions et pour avancer sur le sujet. Voilà, donc c'est un document à la fois scientifique et politique, ce qui peut frustrer certains, mais qui peut être aussi une ressource tout à fait essentielle pour avancer. Le constat général que présente l'avis, c'est que le sujet dont fait l'objet l'affichage social, à savoir quelles sont les conditions sociales de production de tel ou tel bien ou service que le consommateur va acheter, est un sujet très ancien. En France, on pourrait remonter à 1835, par exemple, date de la première coopérative de consommation, mais fondamentalement, le sujet ne devient un sujet d'actualité qu'à la fin des années 1990, avec l'action du collectif de l'éthique sur l'étiquette et en partenariat avec certaines grandes enseignes de la distribution. Et en fait, très peu de choses jusqu'à ces dernières années, à la fois une actualité réglementaire sur laquelle je reviendrai, et puis des pratiques d'entreprises ou d'opérateurs spécialisés que nous avons passé en revue et à l'issue duquel le message général du groupe de travail est que aucune pratique n'a suffisamment de maturité pour pouvoir être généralisée a fortiori dans un cadre réglementaire et que donc il faut non pas renoncer mais continuer à travailler pour devenir mature précisément. Et donc notre recommandation principale sera une phase d'expérimentation contrôlée pour être effective et lever un certain nombre de problèmes que nous avons identifiés et détaillés dans l'avis. Alors, le point d'entrée de l'avis, ça n'est pas l'ensemble du système productif. Alors oui, vous avez à l'écran la structure du document, le sommaire. Le point d'entrée de l'avis, c'est le consommateur. On a dû sauter une case avec l'historique. C'est-à-dire que nous, non, avant. Sur le contexte. Sur le contexte, voilà. Donc, ce groupe de travail a été installé par une saisine de 3 ministères, Transition écologique, Travail et Secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, visant explicitement le consommateur, avec pour ambition de faire évoluer les pratiques de consommation pour faire évoluer la production en général vers un modèle économique, je cite, plus écologique et plus solidaire. Ce cadre de travail de la saisine a évolué depuis l'adoption de la loi Climat et Résilience en août 2021, qui actualise la loi AGEC qui abordait déjà ce thème de l'affichage social. Et donc, l'avis se situe dans ce cadre réglementaire dont il faut prendre acte. Alors, c'est une ambition qui est évidemment énorme et peut-être est-il nécessaire d'éviter quelques désillusions au sens où le consommateur ne détient pas à lui seul
les clés de toute cette transition. En gros, le message, l'analyse, c'est que c'est un maillon nécessaire, mais non suffisant. Alors pour plusieurs raisons, et nous apportons différents éléments de réponse. Le premier, c'est que l'acte d'achat reste invisible tant qu'il n'est pas, tant qu'il reste isolé, d'où l'importance du collectif. Et c'est l'enjeu de gouvernance que nous rappellerons notamment dans les recommandations, l'importance d'impliquer dans la démarche et de donner les moyens de cette implication aux associations, les consommateurs, mais pas uniquement les consommateurs, les fédérations professionnelles du côté des entreprises et les syndicats de salariés pour qu'une réussite soit envisageable. Le deuxième point, qui est particulièrement ressorti d'une audition avec un spécialiste de psychologie sociale sur ces questions de consommation, Michael Dupré, l'affichage, quelle que soit la forme qui lui sera donnée, aura une efficacité auprès de consommateurs déjà conscientisés, mais qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent bloqués dans le passage à l'acte. Donc, c'est une limite. Il ne faut pas imaginer qu'il suffit de changer l'étiquette et laisser faire le marché pour que tout change. Il faudra accompagner l'affichage social par d'autres actions. Donc là encore, une importance du collectif, mais également du cadre politique, de la pédagogie, etc. Je ne détaille pas. Enfin, cette limite que je viens d'évoquer s'impose d'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au moment de l'achat, le consommateur est venu d'abord pour des raisons d'usage, il a besoin du bien ou du service. La question du pouvoir d'achat est essentielle et donc on ne peut pas imaginer qu'un acte d'achat s'engage uniquement sur la question des conditions sociales de production. Par contre, dans les comparaisons entre produits, ce critère monte et c'est le constat que nous avons fait sur l'état de la consommation dite responsable, ce qui est un concept assez polysémique, mais qui prend de plus en plus de consistance. Donc, on peut passer à la slide suivante où nous identifions à la fois les moteurs au niveau de la consommation, mais aussi les freins qu'il faudra lever. Alors, le moteur, c'est assez simple. Toutes les études, nous sommes beaucoup appuyés sur les analyses du CREDOC, de l'Obsoco et de l'INC, montrent que les consommateurs sont de plus en plus soucieux des conditions sociales et écologiques de ce qu'ils achètent. En gros, on estime que les 2/3 des consommateurs ont une attention à ces sujets. Par contre, on constate aussi une très forte déperdition, c'est-à-dire qu'au moment de procéder au choix et à l'achat, le nombre de consommateurs qui privilégient ce critère sont beaucoup moindres. Et donc, il faut travailler là-dessus. Une demande, mais un frein. Cette demande, elle est portée par deux soucis. Le premier, qu'on appelle dans le jargon technique les hotspots, les points chauds, ce sont des problèmes sociaux d'actualité brûlante. Le dernier en date que tout le monde a probablement en tête, c'est le travail forcé des populations ouïghours qui interviennent dans la culture et la transformation du coton, et donc dans l'habillement notamment. Et donc, ce type de sensibilisation pose un vrai problème de conscience aux consommateurs. Et donc, ça les motive. Le deuxième, c'est que la pédagogie porte ses fruits et chacun de nous est de plus en plus conscient qu'un simple acte d'achat a des conséquences écologiques et sociales, même si ça n'oblige pas de faire travailler des gamins ou des populations au travail forcé. Donc ça, c'est dans le jargon technique, notamment dans les analyses de cycle de vie du produit, parce que la démarche ici vise à suivre la production d'un bien ou d'un service depuis la matière première. Cette démarche vise à comprendre les causes et les effets de toutes les conséquences sociales repérables dans le cycle de vie du produit, tout au long de sa production, et d'essayer de traduire dans l'affichage quels sont les points sur lesquels il faut porter l'attention, à commencer par celle du consommateur.
Donc, une méthode qui est présentée dans l'avis développée par le Bureau d'études Le Basique explique bien ce deuxième volet de motivation des consommateurs, et une ambition doit être d'intégrer les deux sujets. Le risque des hotspots, l'intérêt, c'est d'être facilement compréhensible. Le risque, c'est de subir des effets de mode. Donc, il faut bien articuler les deux. Alors, les freins maintenant, ils sont de différents types. Le manque d'information, c'est le point qui ressort le plus souvent. C'est vrai que sur les hotspots, par exemple, les informations viennent des ONG, elles ne sont pas sur l'étiquette, sur les lieux de vente, etc. Le deuxième point, qui est pour nous peut-être le plus redoutable, c'est la difficulté à comprendre les informations requises. Est-ce que chacun imagine bien ce que signifient toutes les informations, les réalités sociales qui peuvent être derrière le fait qu'un produit obtienne une note de 80 sur 100 ou de 50 sur 100? Dans l'actualité, on a une bonne illustration avec le Nutri-Score, qui est souvent compris comme de la qualité gustative et non pas comme un simple indice technique des effets santé du produit. En matière sociale, on peut comprendre que, par exemple, produire à l'étranger pose un problème social à la France, à l'économie française, mais ce n'est pas pour autant scandaleux que quelqu'un soit payé 300 ou 400 euros par mois au Vietnam, par exemple, puisque cela correspond à peu près à l'équivalent en pouvoir d'achat local du SMIC en France. Vous voyez, donc, ce sont des notions qui ne sont pas faciles à appréhender et ensuite à intégrer dans cette information. Donc, ça, c'est dans l'étiquetage social. Troisième et dernier point sur les freins, la méfiance des consommateurs, à la fois pour des raisons qui sont de l'ordre d'un bruit, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des déclarations, des démarches, ce que certains appellent la jungle des labels, qu'il s'agisse d'un vrai, entre guillemets, label, comme peuvent l'être certains labels agréés par telle ou telle instance ministérielle, avec cahier des charges, contrôle, audit de certification, etc., ou bien simple signe de qualité. Donc, dans cette multiplicité de signaux, comment s'y retrouver, puisque si vous avez 2, 3, 4, 5 signes de qualité ayant le même objet, par exemple la qualité des forêts ayant servi à fabriquer du papier, que peut comprendre le consommateur au fait qu'il y en ait plusieurs ayant le même but? Et puis, un problème qu'il ne faut pas se cacher et qui alimente cette défiance, ce sont les comportements de fraude avérés qui alimentent la chronique judiciaire, surtout quand elle se porte sur des produits qui touchent à la santé comme les médicaments. Autrement dit, ça alimente l'idée que même sur des sujets essentiels, il peut y avoir de la fraude. Et donc, un point qui est important ici, c'est que ça alimente la défiance du consommateur, mais c'est un point sur lequel le groupe de travail a été constamment vigilant. C'est aussi un vrai problème pour les entreprises qui essayent de faire bien et qui, du coup, ne peuvent pas faire valoir leurs différences. Voilà, donc tout ça explique la structure de l'avis que nous avons rendu, à la fois en termes de pilotage de l'affichage social, problème de gouvernance, et en termes de contenu. Alors, un premier apport de l'avis, c'est d'avoir travaillé à une définition générale de l'affichage social qu'il ne faut surtout pas comprendre comme un simple étiquetage ou marquage. Bien sûr, cette question est importante, c'est-à-dire que l'affichage social doit être un signe visible ou accessible aux consommateurs au moment de l'acte d'achat, étiquette, marquage ou autre procédé adéquat. Évidemment, le numérique peut être une ressource pour compléter l'information disponible, mais ça pose d'autres problèmes. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le deuxième point, c'est le deuxième paragraphe de la définition, c'est qu'il s'agit d'apporter une information et pas simplement une communication. Et donc, l'affichage social doit présenter des impacts avérés, donc identifiés, mesurés, vrais, de l'organisation productive sur les conditions sociales de production d'un bien ou service aux différents stades de son cycle de vie, donc depuis les matières premières jusqu'au point de vente. Ces impacts sur les droits et les conditions de vie peuvent être directs,
les personnes qui travaillent à la fabrication, ou indirect, les personnes qui sont affectées par cette chaîne de valeur, les familles, les riverains, etc. Troisième point, pour permettre une évaluation, il faut définir le périmètre de cette organisation productive. Et nous avons ici repris la définition qui a été utilisée pour construire le périmètre des plans de prévention suite à la loi sur le devoir de vigilance qui s'adresse à un nombre limité d'entreprises, donc il ne s'agit pas de décalquer, mais qui permet ainsi de définir à la fois pour l'organisation, pour l'entreprise, sur quel périmètre elle doit s'engager, sur quel périmètre elle est responsable, et pour le consommateur de savoir quelles sont les limites défendables de la promesse qui lui est faite à travers l'affichage social. À partir de là, ce schéma présente une architecture générale qui nous semble impérative pour réussir, avec chaque point d'interrogation signale des enjeux clés auxquels il faut apporter des solutions, mais qui sont à l'heure actuelle essentiellement aussi des problèmes. Donc la question de l'enjeu de gouvernance, je n'y reviens pas. Quelle institution publique nationale pour piloter avec la représentation des parties prenantes concernées pour, premièrement, produire des données. Sans données vérifiées, pas d'affichage social possible. Alors, il faut avoir conscience ici que le problème est que l'information produite doit se rapporter aux produits que vous achetez et pas simplement à l'entreprise qui, elle, par ailleurs, peut vendre différents produits, avoir des pratiques sociales différentes sur ses chaînes de production, etc. Donc, il faut des données au niveau des sites de production, comment les produire, premier point. Deuxièmement, sur les contextes locaux, le contexte national ou régional peut produire des risques ou au contraire sécuriser et limiter. Enfin, le problème d'actualisation. Sur certains produits, le taux de rotation est extrêmement fort et donc il faut que l'information délivrée soit actualisée au rythme des mises en rayon, ce qui est évidemment un défi puisque à tout instant, un même produit peut être réalisé sur des chaînes de fabrication différentes, premier problème, et que selon le réassort, les chaînes de production peuvent changer. Donc, deuxième problème, mais on va dire plus facile à résoudre a priori, l'enregistrement des données, puisque ça suppose un minimum de centralisation. Donc, comment et par qui? Là encore, on a auditionné, par exemple, ICS, Initiative du monde professionnel, qui permet d'avoir bon espoir d'avancer, mais qui ne règle pas tous les problèmes. Deuxième étape, une fois les données collectées, il faut les traiter. La question qui se pose immédiatement, c'est l'agrégation des données. L'ensemble des points sociaux à vérifier peut être extrêmement étendu selon les préférences collectives de chacun, enfin les préférences personnelles de chacun, les préférences collectives de telle et telle organisation, etc. Vous pouvez avoir un tableau de bord de 10, 20, 30, 50 indicateurs. Certains organismes internationaux le font, mais il est clair que ça n'est pas forcément le plus efficace pour attirer la décision du consommateur qui, lui, ne dispose pas de sa journée pour acheter un seul produit. Donc, faut-il agréger les données, oui ou non? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que radicalement, on les agrège en un seul indicateur ou est-ce qu'on s'autorise 2, 3, 5 indicateurs? Donc, soyons clairs, il y a là un choix politique à faire. De même que pour le deuxième problème, la méthode d'agrégation, comment synthétisez-vous en une seule note, en une seule grandeur, que ce soit une couleur, un chiffre, les problèmes de discrimination au travail, les problèmes de pénibilité du travail, les problèmes de rémunération, les problèmes de respect du droit syndicaux. Est-ce que vous attribuez la même importance à chacun de ces enjeux, auquel cas le coefficient de pondération pour faire l'agrégation sera identique, mais vous pouvez très bien, une fois encore pour des raisons politiques et sociales, accorder plus d'importance à tel ou tel objet. Par exemple, l'Organisation internationale du travail, en hiérarchisant ses conventions, propose une pondération différenciée. Troisième problème, tout ce que je viens de présenter consiste à faire une photographie à un instant donné de la situation. Or, l'interprétation de cette photographie sera très différente si nous sommes dans le cas
d'une entreprise qui fait des efforts et qui est partie d'une situation pas terrible, parce qu'historiquement c'est comme ça, mais qui l'a fait progresser, ou au contraire une situation d'organisation qui entretient sans créer de progrès. Donc, comment intégrer une dynamique d'évolution dans l'affichage social? Enfin, une fois que tout ce travail est fait, il faut le rapporter au consommateur. Donc là, on a toute la question de la signalétique, les codes couleurs dont je parlais, les lettres A, B, C, D, et donc chacun a en tête des expériences personnelles face à ce type d'étiquette. L'accessibilité au consommateur, j'évoquais tout à l'heure la question du numérique, qui est une ressource évidente pour présenter énormément d'informations alors que la place sur l'étiquette est limitée, mais qui suppose d'avoir accès à ce numérique. Or, ça n'est pas toujours possible sur le point de vente, ça n'est pas toujours possible si vous n'êtes pas équipé de l'appareil, des connexions, et si vous n'avez pas une éducation au numérique. Voilà. Si tout ceci est réglé, alors enfin, tout en bas à droite du graphique, vous avez l'affichage de l'affichage social sur le produit P. Mais en fait, tout n'est pas encore réglé, car on le voit constamment, y compris pour des qualités techniques tout à fait banales, la question de la construction de la garantie et de la confiance dans la durée. Une fraude, on peut se dire c'est une brebis galeuse, des fraudes à répétition vont miner complètement la confiance et détruire la démarche. Donc, dans la quatrième partie de l'avis, nous sommes beaucoup attachés à cette question des garanties et notamment des garanties juridiques, et finalement plutôt sous l'angle de recours possible, c'est-à-dire plutôt que de considérer que par principe les entreprises cherchent à frauder, plutôt faire confiance à tout ce dispositif avec la gouvernance pour dire nous avons bon espoir de produire un affichage social pertinent. Par contre, il faut mettre des garde-fous en place pour que, en cas de suspicion, le consommateur ait la possibilité d'un recours en justice, ce qui est garanti par la directive européenne 2005 sur le droit de la consommation, mais qui n'est pas encore assuré dans le cadre d'un affichage social comme pratique commerciale nouvelle à venir et à construire. Voilà, je laisse Geoffroy présenter. Oui, ça, ce sont les principes directeurs qui nous ont aidés en fait à raisonner ce que je viens de présenter. Donc, on peut enchaîner avec les recommandations. Geoffroy de Vienne, qui était un des deux co-rapporteurs, va nous présenter. Bon, alors moi, je vais vous présenter les recommandations. Finalement, Jean-Pierre les a un peu laissées transparaître dans tout ce qu'il a dit. Donc, ce sera une reprise de ce qu'a dit Jean-Pierre. Donc, peut-être que la première grande idée, c'est que ce dossier, c'est d'abord un dossier à dimension politique. On peut faire le parallèle avec la question de l'environnement, où finalement, en peut-être 10 ans, voire 20 ans, on a réussi à emmener tout le pays sur le sujet. Il faut que là, on emmène tout le pays également. Et donc, ce n'est pas une affaire qu'on peut mener seul à un club de spécialistes et de techniciens. Il faut emmener les pouvoirs publics, il faut emmener les élus, et parce qu'on l'a vu dans les slides présentés par Jean-Pierre, aujourd'hui, le consommateur, à la fin, il arbitre sur le prix. Donc voilà, donc il y a encore un gros effort, un gros chemin à parcourir. Alors pour avoir quelques chances de parcourir ce chemin, et ça prendra du temps, hein, si on fait le parallèle avec l'environnement, le premier sujet, c'est l'idée qu'il faut qu'on ait une politique générale pour un affichage social. Donc, ça m'amène au slide d'après. Si vous voulez passer… Ah non, je vais présenter les quatre d'abord. Oui, donc, une politique générale. Il faut ensuite conduire des expériences. Je vais détailler. Garantie et recours, Jean-Pierre vient d'en parler. Sur la question de la confiance. Et donc, évidemment, comme ça représente des efforts pour toutes les parties prenantes, il y a soutien et facilitation sera également la clé du succès. Donc, voilà, si on peut prendre le slide d'après. Voilà. Alors, il faut une politique générale. Donc, afficher une définition. Vous avez vu… Jean-Pierre en a un peu parlé, la question de la définition est très importante. Nous faisons une recommandation de définition, mais vous voyez bien qu'elle couvre la question du champ, la question des produits, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on n'intègre pas, etc. Donc tout ça doit être précisé. Nous avons écrit des choses là-dessus, que je ne vais pas rentrer
dans le détail, mais la notion de la définition est très importante. Il faut également définir des critères sociaux. Évidemment, on ne va pas les faire à partir de… Le terrain n'est pas vierge, hein. On a beaucoup de textes internationaux sur les droits de l'homme et le développement, donc on peut s'appuyer sur tous ces textes-là, et puis on a les normes et les droits sociaux, les normes régionales et locales. Mais pour revenir à mon propos d'entrée, tous ces textes existants, ils sont très larges. Et si on veut emmener le pays, on peut pas emmener, enfin, si on veut emmener tous les acteurs, on ne peut pas les emmener sur tout. Donc, il y aura certainement un arbitrage à faire, et cet arbitrage est un arbitrage politique, en disant, en France, on démarre là-dessus. Et parce que nous avons eu des discussions entre nous, nous sommes rentrés justement dans cette problématique entre nous pour finalement conclure que nous ne pouvions pas arbitrer. Alors, il y a eu des débats, les uns disaient c'est le travail des enfants, les autres disaient c'est l'égalité homme-femme. Enfin, vous voyez que on peut, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant, il y a beaucoup de choses dans les accords internationaux, mais si on veut faire efficace, il faudra certainement qu'il y ait des priorités qui soient définies. Et là, nous ne nous sommes pas sentis capables ni mandatés de définir des priorités, parce que nous pensons que c'est un choix du pays, c'est un choix des élus de la République. Donc, les critères sociaux, alors respecter les principes directeurs. Donc là, Jean-Pierre en a un petit peu parlé sur la vérifiabilité, la comparabilité, l'accessibilité, l'intelligibilité, la faisabilité, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas choisir n'importe quoi. Il faut que tout ça rentre dans des principes directeurs qui nous ont paru importants et qu'il faut respecter si on veut aller au succès. Et à la fin, pour ce qui est d'une politique générale pour un affichage social, nous recommandons donc la création d'une institution publique nationale dotée de ressources budgétaires et techniques. Nous avons regardé sur la question de l'environnement, bien évidemment, il y a l'ADEME qui a un peu a joué ce rôle. Nous pensons qu'il y a vraiment la place pour une institution, je ne sais pas si ça peut être l'ADEME ou quelque chose d'autre qui soit plus tourné sur le social, parce que l'ADEME aujourd'hui est très marquée par l'environnement, mais une institution qui jouera un rôle de coordinateur sur toutes ces questions-là, et ça ne peut pas être un groupe de travail de la plateforme. Enfin, il faut que ce soit beaucoup plus, à mon avis, large. En tout cas, ça peut être un groupe de travail de la plateforme, mais de façon certainement beaucoup plus large, avec les moyens qui vont bien, évidemment, parce que sinon, ça n'avancera pas beaucoup. Voilà, le slide d'après. Merci. Alors, donc, évidemment, cette institution, elle va avoir à conduire une expérimentation. Donc, évidemment, les premières questions, ce seront les questions de méthodologie à bien mettre en place. Le deuxième point, vérifier l'efficacité et la transparence de l'information. Donc, c'est les fameux critères si on veut que ça fonctionne. La faisabilité. Donc là, c'est toutes les problématiques qu'on va retrouver sur qu'est-ce qu'on fait sur une étiquette qui fait 3 cm², qu'est-ce qu'on peut mettre et comment on fait pour le mettre et est-ce qu'on renvoie sur autre chose. Vous voyez qu'il y a la question de la faisabilité de l'affichage, mais il y a aussi la faisabilité de la méthodologie définie. Il y a évidemment les questions de coût, mais les questions de coût, il faut évidemment les avoir mesurées, compris, mais ensuite, il ne faut pas préjuger de la façon de leur répartition. Donc, c'est un peu le mot proportionnalité qu'on a vu. Il est probable que pour arriver à lancer un sujet pareil, il y aura certainement de l'argent public qui va arriver dans le circuit, parce que les coûts seront très lourds, surtout pour les petites structures, les petites entreprises, très lourds, enfin, elles ne sont pas neutres. Et donc, on imagine assez bien que si on n'y met pas un peu d'argent public, ça va être difficile de faire avancer tout ça. Bon, évidemment, l'aspect communication sera très important parce que là, on l'a bien vu, il s'agit de faire rentrer dans la tête du consommateur des éléments de réflexion qu'il n'a pas de façon naturelle. Donc, communication publique, voilà. Alors, bon, c'était un sujet un peu plus juridique. Hein, Jean-Pierre l'a traité tout à l'heure, mais il faut que, enfin, si cet affichage n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a vu que les textes actuels sur le droit de la consommation
Bon, on n'est pas à zéro, mais visiblement, il faut retravailler les textes de façon à protéger le consommateur d'allégations mensongères. Donc, il y a un travail à faire là sur un terrain juridique, et c'est la crédibilité de la chose, du dossier qui est en cause dans ce sujet-là. Donc voilà, c'était surtout ça, sur les aspects juridiques. Et oui, ça on l'a dit. Bon, alors le point d'après, le slide suivant. Voilà. Ah, bah non, le slide suivant, c'est tout. Donc, il me semble qu'il y en avait encore un. Non, c'est fini. OK, bon, bah écoutez, voilà. Donc, la parole est maintenant à Benjamin, qui va donc animer la table ronde entre nos différents intervenants qui vont témoigner de leurs expériences dans le domaine. Benjamin, je te passe la parole. Merci Geoffroy, merci Jean-Pierre pour cette présentation de l'avis sur laquelle on a travaillé pendant à peu près une année et les différentes recommandations qu'on a formulées. Donc là, dans cette deuxième partie de ce webinaire sur l'affichage social des biens et services, donc on va donner la parole à des parties prenantes de l'affichage social. Donc dans un premier temps, je remercie déjà les intervenants qui vont prendre la parole, aussi bien Yves, Samuel, Rim. Donc on va organiser ça. Je vais vous donner déjà la parole, chacun pour vous présenter, votre organisation, puis après on organisera un petit tour de questions. Il y a un temps qui est dédié pour une séquence de questions-réponses à l'issue de cette table ronde. Donc pendant les échanges qui auront lieu durant cette table ronde, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et certains de nos intervenants diffuseront aussi des slides. Donc, on veillera à vous les fournir également lors de l'envoi, du replay et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout à disposition. Yves, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter l'organisation que tu représentes, organisation qui est membre de la plateforme RSE? Oui, Yves Huguet, donc bonjour à toutes et tous. Je suis administrateur de l'Association nationale Léo Lagrange pour la défense des consommateurs, chargé en particulier, chargé de mission sur les questions de développement durable et de RSE, et je suis impliqué dans des travaux sur cette question depuis de nombreuses années. Voilà, déjà pour dire qui je représente et ce que je fais. La question posée par Benjamin trouve déjà beaucoup de réponses à travers l'intervention de Jean-Pierre par rapport aux recommandations. Les réponses sont là, apportées au consensus par les différentes parties prenantes. Et moi, je me contenterai de mettre l'accent sur 2 points. Il faut aller au-delà de l'affichage environnemental. Pour nous, il s'agit d'un affichage environnemental et social. Et les deux doivent être traités globalement et non pas séparément. Et cet affichage doit être basé sur sa performance et le niveau atteint. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, seuls les labels officiels contrôlés par un tiers indépendant et impartial ont de la valeur pour nous. Les autres autoproclamations en marketing brouillent le paysage et l'information à destination des consommateurs devrait être interdite. Voilà, c'est 2 points pour nous qui sont obsessionnels, je dirais presque, mais en tous les cas, que nous souhaitons effectivement rappeler et atteindre dans toute la démarche qui est entreprise. Merci. Merci Yves pour ce premier tour de chauffe et puis sur cette définition et puis sur ces 2 points que tu as souhaité mettre en exergue sur la définition de l'affichage social. Je reviens vers toi juste après. Samuel, je vais te laisser te présenter et présenter aussi EVA que tu représentes. Et puis même petit exercice de chauffe, vous chez EVA, c'est quoi pour vous la définition de l'affichage social? Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, Samuel Caux, je suis directeur associé du cabinet de conseil EVA. Cabinet de conseil, on accompagne en fait nos clients dans l'évaluation de la performance environnementale et sociale des produits et des services.
On a la particularité d'être une SCOP, donc structure coopérative. Donc, pour ma part, je suis plus particulièrement en charge donc, des secteurs en lien avec l'agriculture, la valorisation alimentaire, donc toute la chaîne agroalimentaire, et aussi les secteurs en lien avec les valorisations non alimentaires des agro-ressources, donc notamment sur les secteurs de l'énergie, de la cosmétique, de la détergence et du textile. Voilà. Et donc, nous, notre vocation, c'est vraiment de pouvoir accompagner finalement l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur vers une offre de produits plus responsable, à la fois sur le volet environnemental et social, donc toujours coupler les deux approches, vraiment dans une dynamique d'éco-conception et d'éco-innovation pour aboutir in fine à des offres plus responsables. Voilà. Ok. Et votre définition côté EVA sur l'affichage social? Alors donc du coup, on pourra y revenir un petit peu plus en détail, en effet, sur les différentes manières, d'aborder les questions de l'empreinte, des empreintes sociales. Mais c'est vrai que sur l'affichage social, l'idée c'est vraiment de pouvoir finalement fournir une information qui soit à la fois pertinente, donc de cibler quand même sur les principaux enjeux du produit finalement et du secteur d'activité concerné. Les fameux hotspots dont on Voilà. évoquait tout à l'heure. Notamment les hotspots, et d'avoir une information qui puisse vraiment couvrir les différents maillons de la chaîne de valeur, donc vraiment dans une logique de cycle de vie. Donc finalement, de faire un peu les parallèles avec la CV environnementale, finalement, voilà, de couvrir différents enjeux sur les différents maillons de la chaîne de valeur, tout en agrégeant de l'information sans la rendre non plus trop simpliste. Ok, merci Samuel. On y reviendra tout à l'heure justement sur l'analyse sociale du cycle de vie et le parallèle quand même qui existe avec la CV assez fortement. Et pour finir un peu ce tour de chauffe, Rim, je vais vous laisser vous présenter et puis également, un peu pour aussi en guise de propos liminaire, partager votre vision de ce que c'est un affichage social. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, moi c'est Rim Travelsi, je suis la cofondatrice de Clear Fashion. On est tout à fait aligné avec tout ce que vous avez dit justement sur les attentes des consommateurs. Nous, en effet, on se positionne vraiment dans le secteur de la mode, secteur dans lequel il y a un manque d'informations, des informations aussi peu objectives et beaucoup d'allégations environnementales communiquées notamment par les marques qui provoquent finalement une méfiance générale de la part des consommateurs malgré une demande croissante. Donc nous, on a un tiers indépendant chez Clear Fashion qui propose justement un affichage social et environnemental sur les vêtements depuis près de 2 ans et demi, avec aujourd'hui 300 marques qui sont engagées avec nous pour se faire évaluer. On a aussi depuis novembre lancé une nouvelle solution qui permet aux marques d'étiqueter directement l'impact social et environnemental sur les produits directement afin de permettre de rendre accessibles ces informations directement sur leur e-shop, donc vraiment au plus proche du parcours client et donc pour répondre à la demande des consommateurs qui ne se poseraient même pas finalement la question. Donc voilà, on a une application mobile et un service d'étiquetage. Je pourrais peut-être vous présenter ça dans un second temps. Quelle est notre définition d'un affichage auprès des consommateurs? Alors, je dirais plutôt d'un affichage auprès des consommateurs, parce qu'en effet, nous, chez Clear Fashion, on a une démarche plutôt holistique. En fait, pour nous, l'affichage environnemental, c'est bien, mais l'affichage social et environnemental, c'est mieux, puisque d'après les tests qu'on a pu faire, notamment auprès des consommateurs, c'est confusant d'avoir seulement une information concernant l'impact environnemental. Donc nous, on affiche un impact social, environnemental sur le bien-être animal, la santé et les lieux de production, sur les vêtements qu'on évalue. Il faut que cet affichage soit clair pour les consommateurs, soit objectif et fiable, et qui permette aussi aux consommateurs de comparer les produits entre eux. Ça, c'est nos critères qui, pour nous, forment finalement une information de qualité pour les consommateurs. D'un autre côté, il faut aussi que la méthode d'évaluation soit accessible auprès des marques, puisque c'est vrai qu'on
nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que demain, l'ensemble des marques puissent afficher l'impact social et environnemental. Et donc, il faut trouver des méthodes qui permettent à ce que les marques le fassent au moindre coût, finalement. Et donc, nous, on croit vraiment que le digital, le numérique, peut permettre, grâce à des algorithmes, comme on le fait chez Clear Fashion, de permettre ça. Merci Rim, effectivement, ça rejoint un des points de recommandation sur l'accessibilité aussi des méthodos pour effectuer l'affichage social. Yves, je vais revenir vers toi. Justement, Jean-Pierre a évoqué en introduction l'évolution des attentes des consommateurs ou lors de ses travaux au sein de la plateforme RSE sur cet avis, on s'est quand même basé grandement sur la littérature qui existe, Topsoco, Credoc, des choses comme ça. Mais vous, côté Léo Lagrange, quelle est votre perception justement de l'évolution, de l'attente des consommateurs et des priorités des consommateurs sur ce sujet de consommation responsable, hein, un peu un terme fourre-tout? Et justement, est-ce que dans ces évolutions au cours des dernières années, le social apparaît? Alors, pour répondre à cette question, j'ai préparé une petite note. Notre association attend maintenant des pouvoirs publics qu'elle étudie les recommandations faites par le groupe de travail auquel nous avons participé et puisse nous apporter une réponse. On a répondu à la plateforme dans le cadre d'une demande des pouvoirs publics et des ministères. Maintenant, on attend une réponse suite à nos recommandations. Il s'agit donc de donner un cadre à l'information des consommateurs sur la qualité sociale et environnementale des produits et des services. En effet, nous pouvons témoigner que de plus en plus de consommateurs expriment le souhait d'avoir une meilleure information sociale et sociétale des produits qu'ils achètent. Ils ont la volonté de bien faire et d'adopter des comportements de consommation plus responsables en achetant des produits plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Mais pour leur permettre de faire ce choix éclairé, il faut un engagement fort des pouvoirs publics, des professionnels, tant à l'échelle européenne que nationale. Pour nous, l'objectif, c'est quand même l'Europe. La pandémie a accéléré, de notre point de vue, la prise de conscience dans ces domaines pour certains consommateurs. L'idéal pour nous est que la réponse soit réglementaire. Une directive pourrait être édictée, ce qui sera un chemin relativement long, nous en sommes conscients. En attendant, et pour faire avancer cette question, des initiatives françaises devraient, selon nous, être prises, mais dans le cadre d'un système reconnu et encadré, comme est celui de la normalisation à laquelle nous sommes attachés et impliqués en tant que partie prenante. Il s'agirait de définir un socle minimum, une manière de présenter uniformément ces informations. Dans un second temps, et sur la base de cette norme, des référentiels de certification tierce partie avec des labels pourraient se créer dans des secteurs avec des professionnels désireux d'apporter des réponses qualitatives sur les produits et services issus de leur secteur d'activité. Sur cette question de normes et d'information des consommateurs, nous avons des propositions à faire aux autres parties prenantes et réunies autour de la table. Elles se situent autour des questions, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des questions relatives à la performance des produits et services et à l'information graduée de leur niveau de qualité sociale et environnementale. Voilà ce que nous souhaitons obtenir demain dans la négociation multi-parties prenantes. Effectivement, hein, sur ce sujet de l'affichage social, on en est un peu au début de l'histoire. On sait que ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, il y a besoin quand même d'harmoniser, de structurer ces réflexions-là. Et effectivement, on sait que chez Léo Lagrange, vous êtes fortement attaché aux travaux de normalisation et on sait tout le travail que vous avez fait sur l'ISO 26000. Après, sur peut-être une autre question, Yves, sur aujourd'hui, donc, voilà, il y a besoin de se structurer, mais aujourd'hui aussi, le consommateur, quelle est la compréhension qu'il a? On voit, hein, tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé du Nutri-Score. On a des étiquettes qui arrivent sur le bien-être animal, sur l'affichage environnemental, ça arrive bientôt. Voilà. On a le Rémunérascore aussi. Enfin bon, il y en a une palanquée. Donc aujourd'hui aussi, c'est quoi le consommateur? Qu'est-ce qu'il comprend vis-à-vis de ce produit, en sachant que le consommateur qui est dans le rayon, de toute façon, son choix, il se fait en 2 secondes. Donc il n'a pas forcément le temps de sortir son téléphone portable, de scanner pour savoir tout ce que ça veut dire. Voilà. Est-ce que Et après, ça rejoint un point qu'on a évoqué, il y a un besoin de pédagogie de toute façon sur ces affichages. Mais aujourd'hui, c'est quoi ce niveau de compréhension du consommateur sur ces multiples affichages? Et sur le social, vu que c'est un peu le parent pauvre, on va dire, qui est encore un peu le petit dernier, il y a quand même peut-être des besoins de pédagogie encore plus forts.
Oui, il faut dire que la question est compliquée et pour nous, vis-à-vis des consommateurs, il faut faire simple. Alors, comment rendre simple quelque chose de compliqué? Avec les outils que nous avons aujourd'hui, une information déjà graduée du niveau atteint par les entreprises qui mettent sur le marché un produit pourrait être faite en prenant l'exemple de l'affichage concernant l'étiquetage A, B, C, D, E. Pour nous, là, il y a possibilité de trouver un système qui gradue. Deuxièmement, compléter par une information informatique, donc un accès à une banque de données qui va compléter la curiosité du consommateur, j'allais dire un peu militant de la chose. C'est pas tout le monde qui le fera, mais il faut se donner, il faut le prévoir. Ça contribue à la popularisation et à l'éducation du consommateur d'une manière générale et à son information préalable nécessaire. Voilà, c'est un peu comme ça que nous verrions les choses à l'avenir, sous réserve que tout ça soit bien encadré, que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce soit bien encadré par des textes réglementaires demain, volontaires aujourd'hui, mais dans un cadre normatif qui est réglementé. Voilà, donc qui évite effectivement de faire n'importe quoi, n'importe comment. Merci Yves pour cette intervention assez complète, même on a abordé tous ces enjeux aussi un peu juridiques. Je reviendrai vers toi sur la fin pour la conclusion. On va passer maintenant à Samuel. Donc effectivement, donc EVA, tu as bien présenté tout à l'heure, qui est expert sur toutes ces méthodologies d'analyse globale sur l'ensemble du cycle de vie. Et donc, dans les travaux qu'on a menés et dans les différentes auditions qu'on a menées, EVA avait été auditionné pour votre expertise sur un outil qui s'appelle l'analyse sociale du cycle de vie. Bon, voilà. Est-ce que tu peux justement nous présenter? On a déjà des premières questions justement qui font le parallèle avec ça. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un peu l'origine de l'ASCV, comme on l'appelle, l'analyse sociale du cycle de vie, le parallèle avec l'ACV, voilà. Et aussi, vous avez déjà mené des premiers travaux sur le sujet, donc peut-être un peu illustrer tout ça, de mettre des cas concrets derrière. Et je crois que tu avais prévu quelques slides. Donc, n'hésite pas à prendre la main là-dessus. Oui, tout à fait. Merci, merci Benjamin. Donc en effet, je vais vous représenter quelques éléments relatifs à l'analyse sociale du cycle de vie, son historique, quelques fondements méthodologiques, mais ensuite aller vite dans finalement quelques exemples d'illustration de ce que ça peut donner une fois réalisé sur un produit. Du coup, par rapport à la CV sociale, ce qu'il faut voir déjà, c'est que c'est à la fois une science finalement assez jeune, mais qui a quand même à peu près une vingtaine d'années finalement d'expérience et qui est en fait fortement ancrée sur le socle méthodologique déjà d'une part de la CV environnementale, donc finalement le socle normatif des ISO 14040 et 44, mais aussi de différentes d'autres ouvrages, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Organisation internationale du travail, le Global Report Initiative, l'ISO 26000 ou les objectifs de développement durable, donc qui ont finalement apporté un socle déjà sur la mise en œuvre de la CV sociale. Donc nous, chez EVA, ça fait à peu près depuis 2010 qu'on mène finalement des évaluations sociales de produits, notamment finalement, parce que ça s'est accéléré notamment par rapport aux premières lignes directrices qui ont été publiées par l'UNEP et la CETAC en 2009, qui ont finalement repris un petit peu les enjeux sociaux décrits dans les différentes conventions, etc., dans le cadre finalement de la CV environnementale, qui décrit notamment le fait qu'on est sur une approche globale en cycle de vie et multi-impact. Ensuite, ça s'est accéléré un petit peu depuis avec l'arrivée de certaines bases de données, des bases de données sociales, donc notamment la SHDB et PSILCA, et d'autres travaux, des guidelines et différents rapports qui ont été publiés, soit généraux, soit sectoriels, par exemple SAFA sur la partie agriculture et agroalimentaire.
pour voilà, préciser finalement les conditions de mise en œuvre de la CV sociale. Et enfin, plus récemment, donc une mise à jour du DIP de l'UNEP, donc de 2009, qui a été mis à jour et avec des précisions finalement qui ont été apportées sous forme de fiches méthodologiques sur la manière finalement d'appliquer la mise en œuvre de certains indicateurs sociaux. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les fondements, je dirais, méthodologiques. Donc, il y a déjà un socle qui est quand même très robuste autour de la CV sociale. Et ce qu'il faut comprendre finalement derrière la CV sociale, c'est que ça va finalement donc reprendre la notion globale de cycle de vie et de voir ensuite finalement les interactions, les impacts et bénéfices sur les différentes parties prenantes, que ce soit les travailleurs, les communautés locales ou par exemple dans les relations clients-fournisseurs. Et sur un panel finalement d'indicateurs. Donc, on peut voir ici par exemple des grandes catégories d'impacts sociaux, par exemple, comme les conditions de travail ou le droit humain. Donc finalement, dans la manière de mettre en œuvre finalement une évaluation sociale d'un produit, il y a, je dirais, deux grands enjeux. On va à la fois avoir finalement un enjeu relatif à la consolidation de données, on appelle l'inventaire, où on va finalement agréger un certain nombre d'informations sociales. Et donc, dans les méthodologies qu'on a développées chez VA, il y a vraiment une approche hybride qui permet à la fois d'agréger de la donnée qui peut être quantitative et qualitative, des données qui peuvent être à la fois assez macro sur des enjeux par secteur et pays, mais aussi des données ensuite plus spécifiques issues des organisations qui peuvent être publiques ou issues de rapports d'audit sociaux, par exemple, et aussi des données qui peuvent provenir de différentes parties prenantes sous forme d'entretien, d'audit ou de groupes de discussion. Voilà, donc, il y a un certain nombre d'informations environnementales qu'il convient vraiment de faire remonter, dont il faut s'assurer qu'elles soient vérifiables, etc. Donc, tous les enjeux que vous avez mentionnés en introduction. Et ensuite, toute une partie relative à vraiment la méthode d'évaluation et de notation. Comment convertir finalement cette information-là en une évaluation, donc avec des systèmes de notation qui peuvent être finalement par palier par rapport à une position réglementaire ou par rapport, par exemple, à des minimums de salaire ou salaire décent dans tel ou tel pays, ou des échelles linéaires entre un min et un max. Et enfin, différents niveaux d'agrégation possibles, qui va d'une agrégation finalement par indicateur ou par catégorie d'impact, ou alors une note totale agrégée sociale. Voilà, donc ça, c'est les principaux fondements et les grands enjeux. Et donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur quelques cas, sur quelques exemples qu'on a pu réaliser. Donc là, typiquement, c'est la mise en œuvre d'une évaluation sociale vraiment sur un focus sur l'étape de production agricole pour le cadre d'une production agricole de Gouard, en fait, dans le cadre d'une initiative de Gouard durable. Donc le Gouard, c'est une sorte de petit haricot qui est utilisé notamment dans l'agroalimentaire, mais aussi dans des applications cosmétiques et d'élégance. Et en fait, du coup, il y a tout un programme avec des ONG locales sur l'amélioration progressive des impacts sociaux de cette production-là. Et vous pouvez voir ici, finalement, en fait, différents indicateurs sociaux qui ont pu être suivis dans le cadre de cette évaluation. Donc, en allant, par exemple, d'enjeux santé-sécurité ou de travail des enfants. Et dans ce système qui a été déployé pour cette évaluation, on était vraiment sur un système allant de -2 à +2, avec le 0 étant une conformité finalement réglementaire. Et vous pouvez voir ici finalement que progressivement, l'idée c'était vraiment d'utiliser finalement la CV sociale pour améliorer d'année en année les enjeux, voilà, les impacts sociaux de ce type de production. Voilà, donc avec finalement ici au centre une agrégation globale, mais toujours un détail par sous-indicateur. Et donc, vous voyez ici une amélioration significative du résultat sur les enjeux sociaux. Donc ça, c'est finalement une manière de représenter sur une étape un focus assez précis sur une étape et multi-indicateurs.
mais on peut représenter l'information d'autres manières. Donc, par exemple, ici, à l'échelle d'un produit textile, donc ici, vous pouvez voir en fait, par exemple, donc là on est sur un produit de type t-shirt en fait, avec différentes localisations de production et sourcing, et on peut par exemple comparer différents sourcings de production sur différentes catégories d'impacts sociaux, par exemple ici entre le Pérou, USA, Égypte, avec voilà, vous pouvez voir encore une fois des exemples d'indicateurs, donc santé-sécurité, mais ça peut être aussi est-ce qu'on se place ou dans des zones de conflit armé, ou est-ce qu'on va avoir des conditions de vie saines et sûres dans les différents lieux de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est une manière finalement assez agrégée, mais par typologie de sourcing, ou alors à droite, plutôt une répartition de l'impact social selon les parties prenantes, donc les travailleurs, les communautés locales, la société, les fournisseurs, les consommateurs, avec une décomposition finalement de la notation sociale selon les maillons de la chaîne de valeur, en allant de l'étape de production agricole à la filature, aux étapes de teinture, tricotage ou à l'étape finale de confection du produit fini. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment finalement, partie d'une information assez complète, on peut ensuite décliner la représentation, sans dire que là, on est encore à un affichage social qui serait pour le consommateur final, parce qu'on voit qu'on est encore dans une complexité de l'information, mais c'est plutôt dans une analyse finalement détaillée des enjeux sociaux. Et enfin, pour finir, pour montrer un peu à quoi ressemblent les bases de données finalement aujourd'hui qui existent sur l'évaluation sociale des produits, et que finalement nous on œuvre aussi à mettre à disposition des entreprises via des outils et logiciels. C'est ici par exemple une représentation des risques sociaux. Donc, c'est typiquement là une exploitation une présentation de la Social Hotspot Database, donc SHDB, qui permet en fait de manière en fait, en exploitant différentes informations, informations publiques de l'OIT, etc., différentes statistiques, de croiser en fait les principaux risques sociaux par secteur d'activité et pays. Et donc, on peut typiquement, par exemple, regarder sur, par exemple, les produits, les fibres végétales, selon différents pays d'approvisionnement, quels sont les risques sociaux et quels sont, du coup, soit au niveau global, mais ensuite par catégorie d'impact, quels sont les principaux enjeux. Donc, par exemple, ici, en Égypte, par exemple, des problématiques, par exemple, des risques de discrimination voilà, tel sourcing dans tel pays. Ça ne veut pas dire que forcément votre chaîne de valeur ensuite est vraiment liée à ce risque-là, mais ça permet de dégrossir et au moins d'aller affiner ensuite ces risques potentiels pour voir si c'est vraiment des risques qui sont avérés ou si au contraire il y a eu des mesures de mitigation qui ont permis de limiter finalement ces risques-là. Voilà, donc en synthèse, l'idée finalement pour ensuite aboutir à un affichage social qui soit vraiment généralisé, donc il y a encore plusieurs marches, donc il y a un socle robuste, mais il y a encore des enjeux pour aboutir à un système en routine et plus généralisé, à la fois pour l'analyse, donc de massifier finalement la production de données, qui soit vérifiable, transparente, etc. Mais aussi d'adapter potentiellement la méthodologie par catégorie de produits, un peu comme on a pu l'avoir finalement sur l'affichage environnemental des produits, parce que forcément, la manière de dérouler va être potentiellement un petit peu différente ou adaptée par catégorie de produits. Et enfin, des enjeux plutôt liés, je dirais, à la notation. Comment ensuite on va pouvoir agréger l'information, les points de référence, les échelles de notation et le format de l'affichage qui va être aussi très important. Et donc, le juste équilibre à trouver entre un affichage qui serait trop complexe et du coup une note qui serait finalement trop simpliste. Donc, comment trouver ce juste équilibre? Et c'est là où l'expérimentation va être très utile pour pouvoir finalement tester différentes manières d'agréger et de présenter cette information sociale. Merci Samuel. Et effectivement, la question du curseur, où est-ce qu'on place le curseur sur
des données génériques ou des données spécifiques, si on revient à des termes sur l'affichage environnemental dans les produits alimentaires, pose aussi la question de l'accessibilité de ces méthodes-là aux entreprises, à toutes les entreprises, que ce soit des TPE que des grands groupes. Et effectivement, si on arrive sur des données spécifiques, faut aller récupérer ces données-là. Mais merci Samuel pour cette présentation de cette méthode qui prend de l'ampleur, qui a maintenant une dizaine d'années d'expérience, de retour d'expérience, mais tu l'as bien présenté, ça répond un peu en écho aux propos d'Yves sur s'appuyer quand même sur une méthode normalisée. Donc, avec l'analyse sociale du cycle de vie, on s'appuie quand même sur la série de normes ISO 14040 qui encadre l'analyse sociale du cycle de vie. Ainsi, et c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire après pour arriver sur un affichage social. On va passer à Rim maintenant. Il y a déjà pas mal de questions, je crois, dans le chat pour vous, Rim, mais je pense que ça va être abordé dans votre intervention. Donc, vous avez déjà un peu exposé brièvement, Clear Fashion, ce que vous êtes, ce que vous faites. Quelques petites questions pour cadrer votre intervention. C'était justement, Clear Fashion, c'est pourquoi vous avez créé ça? Vous êtes cofondatrice, donc je pense que vous êtes à même de nous apporter une bonne réponse là-dessus. Pourquoi vous avez travaillé sur cette volonté d'apporter aux consommateurs et aux entreprises, puisque vous avez signifié que vous travaillez avec 300 entreprises, ces données-là dans leurs mains. La méthodologie, il y a déjà quelques questions, donc vous allez apporter quelques précisions là-dessus. Et après, justement, aujourd'hui, vous travaillez avec ces entreprises-là, donc quels sont les retours qu'elles vous font? Comment elles utilisent ces données, parce qu'il y a ce côté amélioration continue, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Jean-Pierre. Et après aussi, c'est le consommateur final. Aujourd'hui, quelle utilisation, compréhension il en fait de ces données-là? J'ai pas mal de questions en effet, donc merci beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé Clear Fashion? Donc la petite histoire, c'est que donc, mon associée Marguerite et moi-même sommes ingénieurs agronomes de formation, donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas vraiment la mode initialement, mais par contre l'impact des produits alimentaires, on connaissait bien la filière agroalimentaire, et pour nous c'est important justement quand on conçoit des produits alimentaires de savoir comment ils sont faits, dans quelles conditions, comment ils peuvent soutenir les agriculteurs, comment ils peuvent éviter finalement d'avoir un impact trop élevé, trop important sur l'environnement, etc. Donc finalement, assez rapidement, avec mon associé, on a eu un déclic. On s'est dit, mais en fait, on achète aussi des vêtements. Comment on fabrique des vêtements? Et là, on s'est rendu compte, c'est logique, mais il y a très peu d'informations. Quand on va dans un magasin, aujourd'hui, il y a très peu d'informations fiables, objectives, qui nous permettraient, nous, en tant que consommateurs, de savoir si le produit a été fabriqué de manière plus ou moins responsable. Et donc, notre conviction, c'était qu'en effet, il faudrait que demain, il puisse y avoir une obligation d'affichage social et environnemental. Mais comme on voyait que ça mettait quand même pas mal de temps, puisqu'en effet, ça fait un moment qu'on parle des sujets d'affichage social et environnemental. On s'est dit, on va commencer. On va utiliser finalement les méthodes existantes, notamment les ACV qu'on connaît dans l'alimentaire, pour finalement travailler sur le secteur du textile, puisque finalement, ce n'est pas si différent. Il y a des matières qui sont produites, il y a de la transformation, il y a de la distribution. On analyse l'ensemble des impacts pour chaque étape et on agrège des méthodologies existantes, notamment des méthodologies d'impact, d'analyse d'impact environnemental. Quand on ne connaît pas quand il n'y a pas de méthodologie existante, puisque c'est le cas encore sur plusieurs méthodologie, par exemple le bien-être animal dans le secteur du textile, il n'y a pas de méthodologie reconnue aujourd'hui. Pour l'affichage social, c'est super intéressant ce que vous faites chez EVA, mais c'est vrai que nous, quand on a commencé il y a 4 ans, on voyait qu'il y avait très peu finalement de compromis. Il y a plein de méthodes différentes, et donc nous, on avait aussi besoin finalement d'avoir le soutien des institutions pour savoir quelles étaient les méthodes les plus reconnues pour bien avancer. Et donc, on a commencé à travailler avec des laboratoires de recherche pour concevoir nos propres méthodologies. On s'est entouré d'un comité scientifique pour aussi savoir quel était l'état de l'art et donc savoir comment on pouvait
évaluer l'impact social et environnemental des vêtements, de la fabrication des vêtements. Et bien sûr, deuxième sujet, comment on pourrait afficher cette information aux consommateurs. Donc, si vous voulez, je peux vous partager rapidement quelques éléments qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions, parce que je vois qu'il y a énormément de questions de types différents. Pour information, donc ça c'est peut-être très rapidement sur ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce qu'on a commencé à créer chez Clear Fashion, c'est un affichage social et environnemental, tant au niveau de la marque, donc en fait on est capable d'évaluer une marque et ses engagements, mais aussi chacun de ses vêtements. Nous, la particularité qu'on a avec Clear Fashion, c'est que déjà, c'est vrai qu'on est une application avec une communauté d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a 300 000 utilisateurs qui, finalement, on peut considérer aussi que c'est un échantillon de tests qui nous permet d'améliorer nos affichages, d'avoir des retours de la part des consommateurs sur leurs besoins en termes de critères. Et donc, nous, on s'est rendu compte que les critères importants pour les consommateurs, c'était l'environnement, l'humain, la santé, les animaux et les lieux de production, mais aussi les avis qualité qu'on pourrait avoir sur les vêtements. Et la particularité numéro 2, c'est que comme on travaille beaucoup sur le digital, on est capable d'afficher de manière simplifiée des informations, mais de permettre aussi aux consommateurs de cliquer sur, par exemple, la note d'impact environnemental pour en savoir plus sur un détail, notamment les déchets, le dérèglement climatique, l'eau, et ensuite en savoir encore plus, s'ils le souhaitent, sur les pratiques de la marque. De la même manière, on est capable en fait d'informer les consommateurs sur les lieux de production pour chacune des étapes. Maintenant, bien sûr, je vais vous expliquer ça après, il faut en effet que la marque puisse nous fournir ces informations, puisque nous, on est vraiment un outil de transparence. Donc, les marques peuvent nous envoyer des données concernant leurs pratiques de fabrication. Nous, on est là pour vérifier ce qu'elles nous communiquent en fonction des preuves, transformer l'information et l'afficher. Pour information, donc ça, c'est ce qu'il y a sur notre application. Mais aujourd'hui, il y a aussi des marques donc, qui affichent directement des informations sur leur e-shop. Notamment, ça, c'est le cas de Sessoun, qui affiche cette information. Et typiquement, on est en train déjà de travailler à des affichages qui seront a priori plus performants, puisqu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste. On est constamment en train de tester. On est toujours en train d'expérimenter. En fait, je ne pense pas qu'on puisse définir un affichage idéal sans le tester. En fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une idée d'un certain affichage, puis ensuite le confronter à la réalité et obtenir de retours des consommateurs. Donc nous, en effet, on a testé un premier affichage. On voit que les consommateurs avaient besoin de plus d'informations. Là, on teste un deuxième affichage. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir finalement créer demain un affichage qui est performant. Sur notre application, par exemple, on sait ce qui est performant puisqu'on sait tout ce qui est cliqué par les consommateurs et donc on sait ce qui les intéresse, on sait ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas et on fait beaucoup d'entretiens qualitatifs en fait pour designer ça. Voilà. Et demain, on aimerait bien pouvoir afficher aussi l'impact sur les produits et donc ça passe en effet par le fait de fournir une information très simple sur l'étiquette et de potentiellement amener les consommateurs à en découvrir davantage via le digital, donc que ce soit vers un lien, vers un e-shop ou notre application. Concernant nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous on est très contents que les institutions et que toutes les parties prenantes en fait, on est très content dès lors que les parties prenantes de notre secteur sont alliées avec nous dans le sens où ils souhaiteraient qu'il y ait demain un affichage social et environnemental potentiellement même obligatoire. Nous, c'est ce qu'on aimerait. Et donc, on est très content qu'il y ait aujourd'hui des travaux sur l'affichage environnemental. On est très content de parler avec vous aujourd'hui de l'affichage social. En fait, on est content quand il y a des méthodologies qui sont reconnues et validées pour tout le monde. Et nous, on est prêt à les intégrer. D'ailleurs, aujourd'hui, on travaille avec le gouvernement donc, dans les expérimentations qui ont lieu actuellement sur l'affichage environnemental pour à la fois partager finalement notre expérience terrain, mais aussi demain finalement être un allié et l'intégrer dans notre méthodologie et permettre à des marques donc d'anticiper ces réglementations et d'y répondre tout simplement en se faisant évaluer par Clear Fashion. Ensuite, concernant peut-être très rapidement, si vous avez des questions sur la méthodologie, puisqu'en fait, il y a énormément de choses qui sont prises en compte. On évalue l'impact
Alors, vous voyez bien mon écran, oui, c'est bon. On évalue l'impact social, l'impact environnemental, bien-être animal, santé. On a des méthodes d'affichage, des méthodes de test. Donc, au sein de l'ensemble de ces grandes thématiques, il y a plus de 150 critères qui sont pris en compte, 150 indicateurs. Si vous avez des questions à ce sujet-là, moi, je vous recommande d'aller sur notre site web. En fait, on essaye d'être très transparent sur notre méthode d'évaluation. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre site web, dans l'onglet méthodologie, notre méthodologie d'évaluation. Et vous allez voir que c'est très... voilà, c'est assez détaillé, en fait, puisque c'est assez complexe. Et d'ailleurs, si vous lisez le rapport plateforme RSE, vous allez voir beaucoup de choses qui sont assez alignées. Donc, on dit finalement notre processus d'évaluation, mais aussi la manière dont on crée notre barème, en quelque sorte, avec quelles sont les études qui nous permettent finalement de créer ces barèmes. Et des fois, ça peut être en effet tout simplement un alignement avec l'affichage environnemental, et d'autres fois, puisqu'on a des consommateurs qui nous demandent de développer un indicateur durabilité, en fait, on va développer nous-mêmes en interne, comme on ferait de la recherche appliquée, en fait. On va développer nos propres méthodologies et les tester avec des consommateurs et des marques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. J'avais la dernière question qui est l'impact. Ouais, une question qui revenait assez régulièrement, en fait, c'est l'origine des données. On voit, de toute façon, sur ces sujets, le social et même l'environnemental, de toute façon, se pose la question de la collecte, de la consolidation des données. Et effectivement, Fairfashion joue également la transparence sur la méthode de construction de votre notation. Et donc, cette méthode est disponible en ligne, donc les personnes peuvent aller, s'ils le souhaitent, parcourir les 50 de slides sur votre méthode. Mais c'est juste ça, là, une question qui revient quand même assez fréquemment. Est-ce que vous travaillez main dans la main plutôt, main dans la main avec les entreprises qui vous fournissent ces informations, et donc après, à partir de ça, vous faites de la cotation? Est-ce que vous vous basez aussi sur des certifications par un tiers externe? Voilà, juste précision sur l'origine des données, parce qu'il y a pas mal de questions déjà sur ce sujet-là. Alors, nous, en réalité, on a deux méthodes. C'est-à-dire que sur notre application, l'application, elle permet à 300 000 utilisateurs de nous dire quelles sont les marques sur lesquelles ils aimeraient avoir des informations sur leurs engagements. Et donc, plus une marque elle est demandée chez nous, plus il y a de la demande de la part des consommateurs, plus on va s'engager justement à lui fournir ces informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes déjà faire un travail d'investigation sur les pratiques de la marque, puisqu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des informations. Mais par exemple, elles vont être dans des rapports RSE qui font 80 pages, et les consommateurs ne sont pas prêts à lire des rapports RSE qui font 80 pages. Et en plus de ça, dans ces rapports RSE, c'est compliqué, tout le monde dit un peu ce qu'il veut, c'est pas très cadré, et ça manque de comparatif. C'est pas comparable pour les consommateurs, c'est pas facile, c'est pas standard. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est à partir de ces informations, déjà, on va récolter les informations factuelles et on va les transmettre aux consommateurs. Bien sûr, on est aussi dans une démarche où on voit en fait que le secteur de la mode, c'est un secteur assez opaque. C'est un secteur où il y a très peu d'informations sur les pratiques de la supply chain, donc vraiment les pratiques de fabrication, les matières, les audits. Et donc là, on va leur poser des questions et on va leur dire si vous avez d'autres informations à nous communiquer, vous pouvez le faire. Et donc, c'est des questions très factuelles finalement. C'est les lieux de fabrication, quelles sont les usines, où sont les usines et est-ce qu'elles sont certifiées, quels sont les types de certificats. Selon ce que dit la marque, donc selon les déclarations de la marque, on va aller vérifier les preuves associées. Donc en fait, on leur demande une déclaration et de toujours nous transmettre une preuve. Et les preuves peuvent être de plusieurs types différents. Ça peut être un contrat, ça peut être un rapport d'audit de tiers indépendant. Selon finalement les types de preuves, nous, on va y ajouter un score de fiabilité qu'on va communiquer aux consommateurs. Donc voilà, pour faire simple, on peut nous-mêmes faire une recherche sur les pratiques des marques. On ne le fait pas tout le temps, mais on le fait quand les consommateurs sont très demandeurs des informations par rapport à une marque. Ensuite, les marques nous répondent des déclarations, on vérifie en fonction des preuves qu'elles nous apportent. C'est très factuel, on pose un certain nombre de questions sur l'ensemble de la chaîne de production. Et on affiche en plus de ça auprès des consommateurs un score de fiabilité. Donc, il peut y avoir une fiabilité très haute, notamment quand c'est des rapports indépendants.
Et ça peut être aussi une fiabilité faible. Comme ça, on est transparent auprès des consommateurs aussi. Ok, merci Rim pour la précision. Effectivement, ça répond à un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans le chat. Avant d'ouvrir la séquence de questions-réponses, peut-être une dernière question à l'ensemble des participants. Alors, on va comme ça constater votre degré d'optimisme ou pas. C'est pour vous, quand est-ce que vous voyez arriver un affichage social encadré par la réglementation française? Rim, vous pouvez répondre en premier. Ah, pardon, j'enlève mon partage d'écran. C'est bon, je crois. C'est bon. Quand est-ce que vous voyez cela arriver? Honnêtement, nous, on le fait déjà. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que nous, on est plutôt des ingénieurs. On travaille avec déjà, enfin, on affiche ces informations auprès de 300 000 utilisateurs. Il y a près de 150 000 personnes qui découvrent nos notes chaque mois, en fait. Donc, nous, on considère qu'on est déjà un acteur de l'affichage social et environnemental. Les marques aussi, en fait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait qu'il y ait les institutions qui soutiennent cette démarche. Nous, on a l'impression qu'en fait, il va y avoir… En fait, on a l'impression que les institutions ne vont pas prendre les devants. C'est-à-dire qu'elles vont attendre qu'on fasse tout le travail pour dire à la fin, bon, en fait… étant donné que toutes les marques sont prêtes à afficher, c'est bon, on peut le rendre obligatoire en fait. Donc, on aimerait qu'il y ait l'État qui soutienne davantage et qui finalement prenne un peu plus les devants et s'engage pour faire en sorte que de plus en plus de marques l'affichent. On aimerait aussi que l'État propose. En fait, c'est vrai que nous, on voit très bien, il y a des méthodologies où on aimerait bien qu'il y ait un peu de recherche et qu'il y ait une validation, un compromis, un consensus général, telle est la méthodologie d'affichage social. Ça permettrait de tous être alignés et donc de faire en sorte de permettre à des consommateurs d'avoir ces informations, mais aussi aux marques de savoir par quelle méthode avancer, en fait. Donc, moi, je dirais que aujourd'hui, on existe déjà. On ne peut pas attendre qu'il y ait une loi qui dise d'ici à 2025, parce que c'est déjà présent. Maintenant, je pense que l'État pourrait juste prouver qu'il y a une expérimentation. Il y a déjà des acteurs qui proposent des choses et mettre en place une expérimentation, tout comme ils l'ont fait avec l'affichage environnemental dans les prochaines années. Maintenant, je ne sais pas… je ne sais pas quel est le plan, quoi. Oui, ça fait partie de toute façon, nous, de notre recommandation phare, de mener une expérimentation quand même dédiée à l'affichage social. On va voir un peu si ce degré d'optimisme est partagé par les autres participants de la table ronde. Yves, vous, côté moi, je ferai le plus tôt possible. Je ferai aucun pronostic. Je ferai aucun pronostic aujourd'hui. Je n'ai pas des éléments et je défie quiconque de me donner les éléments pour aboutir à une conclusion pertinente. Maintenant, moi, j'attends beaucoup des initiatives des professionnels. Si des professionnels bougent dans ce domaine et veulent construire avec les différentes parties prenantes des outils pour faire avancer la question, ça sera un signe important. Et si ça marche, je dis bien si ça marche, si cette dynamique est créée, les pouvoirs publics suivront de mon point de vue. Mais encore faut-il que les professionnels s'engagent avec nous sur ce chemin. Ça, c'est la… Merci Yves. Samuel, oui. Dernier point également. Peut-être rapidement là-dessus, je pense qu'en effet, je rejoins Rim sur le fait qu'il y a déjà de toute façon des méthodes et des outils qui sont déjà opérationnels finalement sur ces sujets-là. Donc pour moi, le calendrier, c'est finalement de toute façon qu'il y a encore des initiatives finalement volontaires et qui vont de toute façon avancer. J'espère d'ici à 2023-2024 que ce soit un petit peu plus encadré, qu'il y ait un petit peu moins d'hétérogénéité pour justement éviter qu'il y ait trop de divergences dans les différentes expérimentations peut-être ou des choses qui peuvent être peut-être contre-productives et peut-être passer à quelque chose qui soit dans un cadre, dans un agenda réglementaire, j'espère d'ici à 2025-26. Voilà, ce serait pas mal, mais bon, c'est peut-être un peu optimiste. Voilà. Ok. Merci Samuel.
On va passer à la séquence de questions-réponses. Donc, il y en a pas mal. Samuel, je te garde sous le coude parce qu'il y en a plusieurs déjà pour toi. Ouais. Justement, sur l'analyse sociale du cycle de vie que tu as présenté, pas mal de questions sur jusqu'à quel niveau de profondeur l'analyse sociale du cycle de vie peut aller. Est-ce qu'on peut analyser chaque fournisseur si on est sur une supply chain assez complexe, rang 1, rang 2, N-1, N-2 et choses comme ça, et d'avoir une approche vraiment sur l'ensemble des fournisseurs, donc la granulométrie. Ouais. Voilà. Bon, je connais la réponse, mais voilà. Après, on l'a un peu évoqué dans ta conclusion, c'est le temps que ça représente et donc le coût que ça représente aussi globalement. Combien de temps nécessaire pour mener une analyse sociale du cycle de vie qui tient la route, on va dire, dans les règles de l'art. Et je crois que c'était à peu près ça. De grands points. Alors peut-être déjà sur le niveau de finesse, alors nous l'idée c'est vraiment d'avoir une approche finalement assez pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait on va de toute façon se baser sur un socle générique comme on peut le faire en ACV environnemental, éventuellement ensuite venir finalement rajouter de l'information spécifique sur les rangs N-1, N-2, N-3. Donc on peut en fait intégrer de la donnée spécifique assez loin dans la chaîne de valeur, ou alors avoir finalement une facilité de mise en œuvre avec déjà ce socle générique des bases de données. Donc, c'est vraiment de travailler sur cette approche hybride où on a de toute façon le socle générique qui permet quand même déjà une première évaluation et une capacité de venir finalement updater, de rajouter de l'information spécifique dans ce cadre-là. Ça, c'est une première chose. Et après, du coup, sur la complexité de mise en œuvre, alors nous, notre vision, c'est vraiment de coupler ça de toute façon à la mise en œuvre des évaluations environnementales parce que finalement, on décrit une chaîne de valeur, il y a de l'information issue de la traçabilité, etc. Et c'est vraiment de les coupler. Donc, on n'est pas du tout dans une évaluation environnementale plus une évaluation essentielle. C'est 2 fois plus compliqué. En fait, on vient coupler les 2 approches. Voilà. Alors après, sur le coup, c'est toujours la question, c'est difficile de répondre. Ça va dépendre si c'est internalisé, externalisé. Si vous passez par un cabinet externe, indépendant. Nous, on a aussi une vocation finalement de former et de rendre finalement les outils et méthodes disponibles pour les entreprises pour justement optimiser ces questions budgétaires. Voilà. 5 minutes. Samuel, juste, est-ce que c'est à peu près similaire que sur une analyse de cycle de vie, on va dire, environnemental d'un produit? Donc après, il y avait les chiffres, on va dire 8 000 € à peu près qui avaient été évoqués. Est-ce que c'est à peu près du même tonneau ou on est quand même sur des choses un peu plus, vu que c'est un peu plus nouveau, peut-être un peu plus difficile à aller collecter les données, ça va être quand même une somme un peu plus importante. Alors bon, je parle en euros, désolé, pas en temps, mais... Alors, du coup, si on est, alors par rapport à même aujourd'hui, on arrive quand même sur des évaluations environnementales à optimiser aussi les budgets associés. Et en fait, les surcoûts, voilà, on est plutôt sur du plus 30% par rapport à juste une évaluation environnementale si on va rajouter le volet social. Donc, c'est pas du tout du simple double, comme je disais. Voilà. Donc après, ça reste des ordres de grandeur et il y a toujours un aspect de massification. C'est-à-dire qu'aussi réaliser une évaluation sur un seul produit ou sur toute sa gamme de 150 produits, on ne fait pas 100 fois 150 sur le budget associé, quoi. Ok. Merci Samuel pour ces précisions. Petite question peut-être pour Rim sur les différents, tout à l'heure donc sur l'origine de ces données. Vous avez mentionné que vous vous avez appelé à des preuves des entreprises, des certifications et des choses comme ça. Est-ce que pour vous, une demande qui a été formulée, c'était peut-être de quelles sont les différentes certifications sur lesquelles vous vous basez sur ce volet social? Alors il y en a beaucoup, du SA 8000 ou des choses comme ça, mais est-ce que déjà vous avez fait cet exercice d'état des lieux? Et après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des certifications qui présentent des choses un peu plus intéressantes que d'autres? Bon, voilà, il y a la slide. Voilà, vous pouvez retrouver, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont assez normales, donc on a l'habitude d'y répondre notamment aux marques et aux consommateurs. Mais voilà, vous pouvez retrouver toutes les... En fait, il y en a d'autres encore, mais là, en tout cas, c'est les labels sur les produits finis. En fait, nous, il faut savoir simplement que ce soit des certifications, des référentiels d'audit, des labels sur produits finis ou sur
une étape de la production, on va aller vérifier quel est le cahier des charges du label, de la certification, pour voir justement qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des pratiques de la marque. Et donc, typiquement, si jamais on a un label GOTS, étant donné que le cahier des charges est assez exigeant tant sur la partie sociale et environnementale et sur un certain nombre d'étapes de la filière, on va être capable de dire justement telle marque coche telle case sur justement les conditions de travail, par exemple, ou sur l'impact de la filature, par exemple, l'impact environnemental de la filature. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments ici. Ok. Et par rapport à ça, d'ailleurs, ça c'est assez intéressant comme sujet. Nous, c'est marrant parce qu'on nous pose beaucoup cette question et c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, dans ce qui est actuellement proposé dans l'affichage environnemental, on voit qu'il y a vraiment un souci parce que justement, pour le coup, quand on a des marques actuellement qui utilisent la méthodologie par eux-mêmes en fait, et donc qui vont faire l'évaluation par eux-mêmes en utilisant, on va dire, les principes méthodaux. Eux-mêmes, en fait, ils vont utiliser les données sans qu'il y ait de personnes qui les vérifient. Ils vont identifier eux-mêmes finalement quelles sont les notes quels sont les produits qui sont les mieux notés pour définir ce que c'est que pour eux un produit noté A, par exemple. Ils vont définir par eux-mêmes qu'est-ce qui est un produit noté E. Donc, je pense que c'est important je trouve que c'est des questions hyper importantes et qu'il faut poser, mais c'est aussi des questions qu'il faut poser dans le cadre de l'affichage environnemental et typiquement l'affichage social, puisque aujourd'hui, on est vraiment loin de ça, quoi. On est quand même très loin d'avoir quelque chose qui soit, d'après moi, fiable et objectif, parce que justement, il n'y a pas une base de données partagée, il n'y a pas un étalonnage commun, il n'y a pas un acteur qui puisse vérifier l'ensemble des déclarations que disent les marques, en fait. Merci Rim. Petite question pour Yves aussi, et comme ça tout le monde aura eu sa question. C'est aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue des consommateurs, les différents labels qui existent de commerce équitable, est-ce qu'ils peuvent prétendre répondre à un affichage social, selon vous? Bonne question. Je pense que oui, ils pourraient le faire, mais est-ce que ça fait partie de leurs objectifs? Je crois qu'il faudra les questionner, mais pourquoi pas? Ils pourraient aussi faire évoluer leur méthodologie, enfin leur référentiel sur cette question en y accrochant d'autres critères. Pourquoi pas? Mais je ne peux pas répondre à leur place, si ce n'est qu'ils frappent à la porte des ministères, y compris de la plateforme, pour qu'on leur apporte des réponses. Donc la réponse, on doit la rechercher collectivement. C'est comme ça que je vois les choses à ce jour. J'ai été un peu absent pendant un certain temps. Je ne sais pas où ils en sont de leur réflexion et de leur demande. Oui, effectivement, il y a quand même un certain nombre d'enjeux sociaux qu'on a évoqués lors de l'avis qui sont abordés dans les labels de commerce équitable, mais pas, on va dire, de manière exhaustive. Dernière question, Jean-Pierre, je te la laisse. Oui, on nous demande quelle sera la prochaine étape après l'avis. Alors, sans faire un constat d'impuissance, rappelons que la plateforme RSE n'est qu'un organisme consultatif. Donc, nous ne décidons pas de la suite. Cela étant, nous avons déjà des discussions et quelques éléments de cadrage. Les deux, à mon avis, à retenir. Le premier, du côté réglementaire, c'est qu'à l'issue de l'expérimentation, les décrets pour la mise en œuvre d'un affichage environnemental pourraient être publiés, disons, début 2023. Sous réserve, évidemment, ça relève du gouvernement, des rapports, etc. Donc, ça vous donne une indication du calendrier réglementaire qui pourrait impacter la suite de l'affichage social.
Et pour nous, l'étape suivante, c'est évidemment la mise en place de l'expérimentation. Là-dessus, je pense que je ne vais pas redire les éléments de cadrage. Nous avons déjà discuté avec l'ADEME qui mène en fait ce travail de pilotage pour l'affichage environnemental. Nous avons fait le constat d'une similitude du type de problème, notamment méthodologique. Et donc, la balle est dans le camp du gouvernement pour ensuite confier la mission de mener l'expérimentation, comme Geoffroy l'a dit, à une institution publique qui peut être l'ADEME, mais qui peut être une autre organisation, sachant qu'il y a un double enjeu qui est technique et politique pour réunir les parties prenantes concernées. Voilà. Merci pour cette dernière réponse. Et effectivement, il y a aussi des enjeux. Là, on parlait très contexte franco-français, mais c'est aussi des questions qui se posent au niveau européen dans l'alimentation, parce qu'il y a une question dessus, après j'arrête. On a la stratégie Farm to Fork et on a toute la réflexion sur la durabilité des aliments, un cadre, le Framework for Sustainability, et derrière avec des questions de label de durabilité où le volet social sera intégré dedans. Donc ça, normalement, c'est pour 2024. Donc on voit que ce sujet va également arriver au niveau européen et peut-être que la France voudra quand même faire valoir un peu l'avance de phase qu'elle a sur ces questions d'affichage divers et variés, environnementaux, sociaux, nutritionnels. Il y a eu 3 petits points. On va terminer ici. On a déjà un peu dépassé le temps. Juste pour pouvoir vous remercier d'avoir participé à cet échange. Merci Yves, merci Samuel, merci Rim d'avoir pris du temps pour venir présenter les différentes actions que vous menez sur ces questions de l'affichage social. Bien entendu, vous aurez à votre disposition dans quelques jours le replay pour le voir au coin du feu ce week-end si vous ne savez pas trop quoi faire. Les slides, vous avez toujours l'avis qui est disponible sur le site de la plateforme RSE. À noter un prochain webinaire de la plateforme RSE sur le dernier avis qui a été proposé sur les salariés aidants. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la date, mais vous serez très prochainement informés. Et les travaux de la plateforme RSE continuent avec de nouveaux GT qui vont se lancer sur impact et performance globale et sur les acteurs publics. Donc la plateforme RSE continue d'être au travail et de fournir des avis pour les acteurs publics sur ces questions très génériques de la RSE. Merci à tous et puis à très bientôt et puis bon après-midi, c'est déjà bien. Merci.